je crois moins au CNR, je crois moins au moment de refondation sur ce grand mode. Je crois qu'aux majorités capables de tenir un programme tout en sachant qu'on n'aura jamais le consensus. Mais c'est aussi la même chose. Alors vous pouvez pas dire, vous dites, oh, je crois pas, mais c'est la même chose. C'est ce que je vous dis. Je pense que le moment est venu de créer les conditions. Alors à la rigueur, c'est plus 58 aujourd'hui que le CNR, si je peux me permettre. Bon, c'est-à-dire, on a des institutions déficientes pour régler les problèmes les plus fondamentaux. Bon. Et dans un esprit gaulien, puisque c'est ce qui nous rassemble, si j'ai bien compris, la souveraineté populaire peut être réactivée aujourd'hui. Oui. Et voilà pourquoi nous sommes probablement d'accord pour le référendum sur l'immigration. Alors Esprit libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité politique et une personnalité du monde intellectuel pour approfondir un grand débat d'actualité. Ce jeudi, nous avons le plaisir de recevoir l'ancien député socialiste et fondateur de SOS Racisme, Julien Dray, et l'essayiste Mathieu Bock-Côté, auteur d'un nouvel essai, Les deux Occidents. Nous débattrons ensemble avec ces deux esprits libres de ce qui fait l'actualité depuis 15 jours, c'est-à-dire l'assassinat de Quentin par un groupuscule d'extrême gauche, assassinat qui fait débat avec une véritable bataille des récits médiatiques. Nos deux esprits libres nous diront si oui ou non le récit a été falsifié, si on peut renvoyer dos à dos extrême gauche et extrême droite, et si plus largement le lynchage de Quentin est le symptôme d'un ensauvagement de la société. Donc tout de suite les réponses de nos deux esprits libres, Mathieu Bock-Côté, Julien Dray, bonsoir. Bonsoir à vous. Ravi de vous rencontrer et de vous recevoir sur ce plateau, surtout, pour débattre de Quentin avec 15 jours de polémique autour des faits, avec deux récits des faits qui s'opposent. Immédiatement après la mort de Quentin, certains ont parlé d'une rixe et d'un affrontement entre l'extrême gauche et l'extrême droite, tandis que d'autres ont parlé de lynchage. C'est d'ailleurs la version du procureur. Est-ce que vous avez la même analyse et la même vision des faits? Peut-être pour commencer, Julien Dray, comment voyez-vous ce qui s'est passé il y a maintenant 15 jours? Dans votre question, il y a une chose qui est simple, c'est l'un n'exclut pas l'autre. Il peut y avoir une rixe et un lynchage après, une rixe qui tourne mal. Parce que les images qu'on a eues progressivement d'ailleurs montrent bien qu'il y a eu un affrontement entre deux groupes. Après, il y a une phase de flottement parce qu'on ne sait pas bien ce qui se passe. Et après, il y a un acharnement sur deux militants de ce groupe qui sont à terre et qui sont lynchés véritablement par les militants de la jeune garde, de l'ultra-gauche, quoi, voilà. Donc, il y a bien eu une bagarre, quoi, je veux dire, qui a mal tourné, qui a mal fini, et avec un comportement qui est inacceptable de la part de ceux qui se sont acharnés sur ce jeune qui est tombé à terre, voilà. Mathieu Bock-Côté, vous êtes d'accord sur l'idée qu'il y a une bagarre parce qu'à l'origine de tout cela, il y a le collectif Némésis, collectif identitaire, qui déployait une banderole devant Sciences Po Lyon, parce qu'il y avait une réunion publique de Rima Hassan. Les militantes Némésis parlent plutôt d'une agression que d'une bagarre. Manifestement, les images sont assez claires, des hommes s'acharnent, des hommes et des femmes peut-être, s'acharnent très clairement sur un homme à terre, sur le mode, et ce ne sont pas des hommes au hasard rassemblés, c'est une milice d'ultra-gauche. J'ultra-gauche plutôt qu'extrême-gauche parce que ce sont des gens qui font de la violence un instrument légitime d'action politique dans leur esprit. Donc, qui tabasse un homme, qui le tabasse avec l'idée qu'à tout le moins il peut mourir et à tout le moins il mourra. Donc, c'est un lynchage à mort, premier élément. Ensuite, ce qui me frappe surtout, c'est comment très rapidement les faits deviennent secondaires dans le récit médiatique. L'ultra-gauche lynche à mort un jeune homme. Très rapidement, le récit médiatique met en scène en fait le double danger de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite.
Très rapidement, dans la même semaine, on nous explique que le véritable danger serait dans la marche qui viendra une semaine plus tard. Marche qui serait en fait une marche d'extrême droite témoignant du retour du fascisme et du nazisme en France. Et au terme de cette semaine, le récit médiatique dominant consiste à nous dire que le véritable danger, encore une fois, sans surprise, c'est ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et à partir de là, la nécessité de la combattre à tout prix. Donc à partir d'un mort causé par l'ultra-gauche, en dernière instance, le danger qui nous est présenté, ce serait le retour du fascisme en France. Je ne peux y voir autre chose qu'une falsification médiatique à grande échelle. Vous êtes d'accord avec ça, Julien? Non, ce que fait Mathieu, je vois à peu près le récit qu'il essaye, lui, d'écrire. La réalité incontestable, c'est qu'il y a un affrontement. Les images sont, de ce point de vue-là, elles ont mis du temps à apparaître. Mais les images qui apparaissent le lundi montrent bien un groupe d'extrême droite qui est venu là pour protéger le collectif Némésis et qui s'affronte aux militants de l'ultra-gauche. Ça, vous ne pouvez pas le contester. C'est les faits. Ils sont un bloc. Voilà. Après, ce bloc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la bagarre, mais la bagarre a eu lieu. Vous ne pouvez pas la contester. Ce n'est pas un traquenard. La question qui se pose après, c'est comment se comportent ces militants d'ultra-gauche dans cette bagarre et comment ils s'acharnent sur un homme à terre avec volonté, non pas simplement de faire mal, mais certainement de tuer. Ça, c'est une réalité que l'enquête va certainement mettre à jour dans les semaines et les mois à venir. Ça, c'est une réalité. Mais, si je peux me permettre, la réalité à travers cela, c'est que nous avons des groupes d'ultra-gauche qui ont théorisé, les antifas, les milices antifas, qui ont théorisé depuis longtemps une forme de privatisation de la violence légitime. C'est ce que dit par exemple Marc Bray, qui était l'historien un peu à la mode dans cette mouvance-là depuis quelques années, qui dit que de la violence, c'est un instrument d'intimidation morale qui fait en sorte que le coût à payer, pour le prix à payer pour défendre certaines idées dans l'espace public est tellement élevé parce qu'on risque de se faire frapper, parce qu'on risque de se faire attaquer, parce qu'on peut risquer à terme de mourir, il est tellement élevé qu'il y a une puissance d'inhibition qui est liée avec la violence utilisée par l'ultra-gauche, par les antifas et leurs milices. D'accord. Non, le point central, il est le suivant. Mais si vous pouvez ne pas me laisser... Je termine mon point, il me reste 2 phrases, vous allez pouvoir parler. Donc d'un côté, on a une ultra-gauche qui est intégrée, une ultra-gauche qui est intégrée à l'appareil de la gauche, qui est accepté comme une force légitime, alors qu'inversement, dans ce qu'on appelle la droite, les groupes dits violents sont conspués, rejetés, condamnés et sont vus comme... ils ne sont pas acceptés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le camp national, ce que certains appellent l'extrême droite. Donc il y a une asymétrie manifeste à travers cela. Et si on déplace le débat pour chercher à relativiser l'explication de la mort de Quentin, je crois qu'on quitte l'essentiel. Non mais attendez, qu'on se mette bien d'accord sur un point, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Moi, je considère que quand on frappe un homme à terre et qu'on le lynche, on n'est pas un homme de gauche. C'est un principe de base. Bon, je ne suis pas d'accord avec vous. À l'échelle de l'histoire, la gauche, en étant de gauche, a tué bien des gens. D'accord, mais vous pouvez me convoquer toute l'histoire que vous voulez. La vôtre, les trotskistes. Non, d'accord, mais laissez-moi en placer une, sinon je vous laisse tout seul et vous allez faire un monologue. Voilà, j'ai passé l'âge de faire des polémiques d'universitaire, de parvis d'université. Moi, je vous dis, c'est un principe, c'est le mien. Peut-être que c'est pas le vôtre, moi c'est le mien. Quand un homme est à terre, et qu'on ne s'acharne pas sur lui, et on n'essaie pas de le tuer. Voilà, comme ça s'est passé, il y a des actes qui sont inadmissibles. Voilà, ça, c'est un principe de base. Et à ce titre-là, la justice doit passer, et elle doit condamner très sévèrement les choses. Après, il y a l'analyse politique de ce qui s'est passé. Ce n'est pas dans le déroulé des événements. À Lyon, vous y pouvez rien, mais il y a un microclimat qui fait qu'il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Les Zouaves, qui était un groupuscule qui a été dissous, était un groupuscule très violent. Il y a plusieurs groupes comme ça à Lyon, d'extrême droite, qui étaient extrêmement violents et qui ont créé un climat particulier. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Tous les observateurs disent à Lyon, il y a un microclimat d'affrontement. Après, il y a un autre débat. Quelle est la place de ce groupe qui s'appelle la Jeune Garde dans un dispositif politique qui est celui de Jean-Luc Mélenchon ? Voilà. Et là, oui, il y a un autre débat, c'est la manière dont Jean-Luc Mélenchon, progressivement, a intégré ce groupe dans son dispositif politique, mais on va y revenir et je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, simplement marquer un désaccord quand vous dites lorsqu'un homme de gauche frappe un homme à terre, il n'est plus un homme de gauche. J'aimerais savoir, c'est factuellement faux à l'échelle de l'histoire. J'ai entendu cet argument, très souvent cette semaine, on disait que les antifascistes sont devenus les nouveaux fascistes. Mais pas du tout, c'est comme si l'extrême gauche, lorsqu'elle devenait vraiment atroce, devenait l'extrême droite. Comme si le communisme, lorsqu'il devenait vraiment atroce, devenait
devenait fasciste. Je veux dire, à l'échelle de l'histoire, les communistes sont parfaitement capables d'être meurtriers par eux-mêmes sans passer par la case fasciste. Le trotskisme n'a pas attendu le fascisme pour légitimer la violence de masse. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est une erreur d'analyse que de penser que parce qu'on est de gauche, on ne peut pas tuer. À gauche comme à droite, comme au centre, comme partout, on peut tuer. Et le fait de poser le coup final ne transforme pas l'homme de gauche en homme de droite. Mais non, mais là, vous êtes en train de me raconter des trucs qui sont de la théorie, les trotskistes, la violence, etc. Votre histoire. Moi, non, mais ça, l'histoire. Il y a un comportement humain dans la vie. Je crois, moi, au comportement humain. Moi aussi. Voilà. Donc, je crois à une certaine conduite qu'on a personnellement, et que dans ce genre de situation, on ne tape pas, on ne s'acharne pas sur un homme. Alors, le problème, c'est pas de savoir si on est droite ou non. Pour moi, on est un lâche. Non, ça, je suis d'accord avec vous. On est un lâche et on n'est pas, par rapport à ce qui devrait être ma philosophie à moi, de la gauche, du respect, l'humanisme, etc., on ne se comporte pas comme ça. Voilà, c'est tout. La droite non plus. Hein. Mais c'est pas un problème de gauche ou de droite. Ce sont vos propres mots. Non, mais je dis un homme de gauche, après les hommes de droite, vous faites le ménage dans votre famille politique et moi je fais dans le mien. Dans le mien, je dis à ceux qui se comportent comme ça, dans ce qu'on appelle la gauche en général, ça c'est pas admissible. Après, sur la violence, c'est un autre débat, et sur la violence des trotskistes, excusez-moi, les trotskistes, ils ont plutôt été les victimes de cette violence à l'intérieur du mouvement ouvrier. Puisque les premières victimes, ceux qui vont dans les camps, c'est les trotskistes. Et ceux qui sont pourchassés, moi dans ma jeunesse, j'ai été pourchassé par les militants du Parti communiste dès qu'on distribuait un moindre tract qui mettait en cause leur hégémonie. Donc, faire des trotskistes des violents, hystériques, etc. Et puis par ailleurs, excusez-moi, mais bon, vous êtes un peu plus jeune, mais j'ai un souvenir, moi, si vous voulez, que dans les bagarres qu'on avait dans les universités pendant un temps, il n'y avait pas les gentils et les méchants dans cette affaire-là. Bon. En politique, il n'y a jamais les gentils et les méchants. Non, si je me permets, mais si je me permets de référer, c'est simplement parce que chaque famille a sa généalogie politique. Je relisais hier, un peu par hasard, Terrorisme et communisme de Trotsky. Et c'est avant, évidemment, que tout ne dégénère. C'est pas pourquoi je fais référence à ça, parce que l'ultra-gauche violente, les antifas, ça s'inscrit dans une longue histoire. Et c'est une histoire qui est acceptée dans une certaine gauche. Disons-le ainsi, le Parti socialiste accepte de s'allier avec le Parti communiste, qui accepte de s'allier avec les LFI, qui accepte d'intégrer dans ses rangs Raphaël Arnaud. Je ne vois pas un scénario équivalent dans l'autre côté du spectre politique, si on veut pousser l'analyse ainsi. Non, c'est pas vrai. D'abord, vous vous trompez, parce que je vous signale que le service d'ordre de Giscard d'Estaing, dans la campagne de 1974, vous vous souvenez de ça ? Je parle d'aujourd'hui. D'accord, mais vous me parlez de l'Union de la gauche, donc j'ai le droit de vous parler de Giscard d'Estaing. L'Union de la gauche, c'est du temps. Le service d'ordre de la campagne de Giscard d'Estaing est fait par des militants d'extrême droite. Voilà, donc ne me dites pas, la gauche a intégré l'extrême gauche et la droite, elle était... Non, c'est pas vrai, c'est pas comme... Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça avait été nettoyé. Donc voilà, ça a été un peu plus compliqué, et je crois même qu'un certain nombre de dirigeants de la droite traditionnelle aujourd'hui ont commencé leur jeunesse en faisant le coup de poing, y compris contre moi, à l'époque. Et je n'étais pas non plus un tendre, mais voilà, vous demanderez, d'ailleurs on en a souvent plaisanté avec M. Longuet, avec M. Madelin, et des choses comme ça. Bon, justement, Julien Drey, faisons quand même un peu d'idéologie. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupuscule, la Jeune Garde, qui se définit comme antifasciste? D'abord, est-ce que l'antifascisme, selon vous, a lieu d'être encore aujourd'hui? Alors, il y a deux choses dans votre question, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a la caractérisation de ce groupe. Ce groupe est un groupe d'ultra-gauche. C'est pour ça que j'aime le terme ultra-gauche, islamisé, par ailleurs, depuis le mois d'octobre, voilà. Et c'est une dérive que Jean-Luc Mélenchon a chevauchée. Voilà, ça c'est clair, et qui fait que ça pose un énorme problème à la gauche républicaine, laïque, tout ce que vous voulez, etc. Voilà. Donc ce groupe théorise la violence. Alors je suis assez d'accord d'ailleurs dans l'idée qu'ils on en fait un flambeau, etc. et tout. Alors après, c'est même une caractéristique, c'est une posture d'ailleurs sur le fond. Parce que sur le fond, quand on discute avec eux, il n'y a pas grand-chose dans leur tête par rapport à l'histoire. C'est-à-dire, un des problèmes de ces générations nouvelles. C'est-à-dire, donc le mot fascisme, c'est un mot valise, tout est fasciste. Je vais être un peu provocateur, mais est-ce que la gauche institutionnelle n'a pas une lourde responsabilité là-dedans, notamment la gauche antiraciste? Est-ce qu'on n'a pas tellement banalisé l'accusation de fascisme envers l'adversaire qu'on aboutit in fine à cela? Non, mais je sais ce que vous avez dans la tête, puisque c'est une idée qui vous obsède depuis déjà longtemps. Que je connais, c'est de m'expliquer que SOS Racisme est à la racine de tout ça. Bon, alors, vous pouvez vous rassurer avec ça, mais quand on fait SOS Racisme, nous, il n'y a pas d'affrontement. Il n'y a pas d'affrontement. Au contraire, je vais même vous dire, quand je fonde, c'est un secret que je vous livre, mais quand je fonde SOS Racisme, je le fonde contre, justement, l'affrontement qui est en train de se mettre en place à partir de 83 entre les groupuscules d'extrême droite et les groupuscules d'extrême gauche, à partir de ce qu'on appelait les lundis noirs, les dimanches noirs des municipales. Et j'oppose un modèle, qui est le modèle festif, rassemblé, etc. Je ne veux pas de la violence. Et justement, je pense que cette violence est une impasse.
Mais contrairement à ce que vous disiez, je pensais à SOS Racisme, mais pas seulement. Si, je sais que ça vous aujourd'hui, Ségolène Royal parle de présumés nazis. Donc il n'y a pas eu une réduction à Hitlerum qui aboutit aujourd'hui à déshumaniser l'adversaire politique. Mais ça, c'est Ségolène Royal. Il n'y a pas que Ségolène Royal, il y a aussi M. de Villepin qui visiblement partage les mêmes idées qu'elle. Une partie de la droite a été contaminée. Si on peut encore dire que Dominique de Villepin... Moi, je considère, nous, quand on fait tous ces mouvements, il y a 40 ans quand même, on les fait en rupture justement avec un certain esprit de bataille de service d'ordre, de violence, etc. On oppose à notre modèle. Après, l'histoire est passée et malheureusement, oui, il y a une régression. Il y a une régression qui s'est installée, y compris dans la jeunesse. Voilà. Et cette régression, on l'a vu depuis les événements de 2023 et la manière dont une partie de la jeunesse a basculé dans un soutien total au Hamas, à Rima Hassan, on a fait son égérie, etc. Voilà. Mathieu Bocoté, ça date de 2023 ou c'est quelque chose de beaucoup plus lointain, la question de l'antifascisme? D'ailleurs, comment vous définissez... Qu'est-ce que vous pensez de cette autodéfinition par ces groupuscules d'extrême gauche? Je trouve que c'est une mauvaise blague, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Alors, sur le plan, ce à quoi on assiste à partir des années 80 et plus encore des années 90, 2000, c'est une extension du domaine du fascisme. Donc, ce qui était historiquement une catégorie qui désignait un régime, un mouvement, à la rigueur, une époque, cette catégorie, à partir du début des années 90, elle est réactivée pour désigner tous les mouvements qui s'opposeront d'une manière ou de l'autre à l'immigration massive, au mondialisme, à la perte de souveraineté nationale, à la déconstruction des normes culturelles traditionnelles. Donc l'antifascisme étendra son domaine et finalement un jour on se retrouvera dans la situation suivante où tout ce qui est à droite du centre-gauche risque d'être fascisé d'une manière ou de l'autre. Premier élément. Deuxième élément, on se retrouve avec cet antifascisme aujourd'hui. Lui-même, quand on regarde ses théoriciens, quand on regarde ses militants les plus idéologiques, eux-mêmes expliquent que le véritable antifascisme consiste à faire tomber les frontières. Le véritable antifascisme consiste aujourd'hui à détruire les derniers résidus de la famille traditionnelle. Le véritable antifascisme consiste à faire taire les fascistes. Et ça, c'est un élément important. Ils veulent créer un dispositif répressif pour que ceux qui remettent en question leur vision du monde en paient le prix. Soit ils en paient le prix sur le plan de la réputation, donc c'est le fameux doxing, c'est la tentative de la peine de mort sociale appliquée aux conservateurs, et c'est aux identitaires, aux nationaux, appelez-les comme vous voulez, et c'est aussi, par ailleurs, cette idée que la violence sera nécessaire pour être capable de perturber la vie démocratique en attaquant des partis, par exemple, nationalistes ou conservateurs. On attaque, et c'est presque le rituel, on l'avait vu à Villepinte en 2021 pour Zemmour. On envoie les antifas, ils attaquent, des gens se défendent. Le récit médiatique dit c'est une rixe et on noie dans la même catégorie l'agresseur et l'agressé. Mais j'y reviens pour le point central, c'est qu'une bonne partie de la gauche dite mainstream a accepté cette vision de manière moins hystérique, de manière moins ardente, de manière, je dirais, moins sans le côté tonitruant de Mélenchon. Mais une bonne partie de la gauche dite mainstream a accepté cette idée que de l'autre côté du spectre politique, nous sommes devant des fascistes avec cette espèce d'extrême droitisation du désaccord et avec, à partir de, vous connaissez les formules, on va dire le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Certes, mais quand on voit ce qu'on met dans la catégorie racisme aujourd'hui, eh bien, dans les faits, toute forme d'opposition à l'immigration massive est classée dans la catégorie du racisme. Si vous êtes devant un raciste qui est de la résurrection d'Hitler ou de Mussolini, on ne parle pas, on cogne. Et à tout le moins, si au centre-gauche on ne cogne pas, on dit il est légitime quand même de poursuivre devant les tribunaux ceux qui se permettent d'une telle hérésie de ne pas reprendre le grand refrain diversitaire. Donc pour moi, c'est un régime, en fait, c'est un régime à tout le moins idéologique qui s'est déployé, qui s'est radicalisé, et de ce point de vue, demain, moi j'en suis convaincu, on l'a déjà vu avec M. Mélenchon, on l'a vu avec d'autres, M. Gadge aussi, quand on aura traversé la séquence Quentin, la gauche classique va refaire alliance avec LFI, qui n'aura pas rompu par ailleurs complètement avec cette mouvance antifa, au nom de la lutte contre l'extrême droite, telle qu'il la fantasme, telle qu'il l'imagine. Alors j'aime bien votre démonstration, parce qu'elle va me permettre de faire la conclusion. Oui, vous avez raison. Pas encore, hein. Il reste encore 35 minutes d'émission. Il y a toute une partie de ceux qui se sont enfermés dans cette logique et dans ce vocabulaire, sans d'ailleurs maîtriser la réalité des choses, qui est l'idiot utile du système, qui est devenu l'idiot utile du système. C'est-à-dire que dans la manière dont il se comporte, et d'ailleurs, c'est là où on peut refaire l'histoire, c'est un peu la même chose de ce que faisait... C'est pour ça qu'il y a une continuité historique avec ce qu'a été le Parti communiste allemand des années 30. Voilà, tout est fascisme. Le seul adversaire, d'ailleurs Mélenchon le dit, entre eux et nous, il ne doit rien y avoir. Lui, c'est ce qu'il représente, l'antifascisme, etc. Et les autres, tout est fasciste. Et l'erreur, elle est justement là. C'est dans le fait que, comme ils ne travaillent pas,
comme ils ne pensent pas, comme ils sont dans des slogans, dans des postures, ils font effectivement des extensions historiques qui n'ont aucun sens. Il est là, il le sait, il était sur les plateaux, j'ai été un des premiers à dire « je ne tire pas un trait d'égalité entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ». Parce que Jean-Marie Le Pen avait des racines dans l'histoire et dans la fondation du Front National qui renvoyait à ce qu'était l'extrême droite, le pétainiste, etc. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Et l'erreur, c'est un débat, l'erreur c'est de rester dans cette logique-là avec effectivement la facilité intellectuelle de croire que parce qu'on a dit fasciste, on a résolu tous les problèmes. Et c'est pas comme ça qu'on combat le Front National actuel ou le Rassemblement National. Au contraire, plus vous faites ça, plus ça l'arrange. Alors ça, je suis plus ou moins certain. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Par exemple, c'est une proposition récente qui émane du gouvernement, qui dit qu'il faut condamner à l'inéligibilité ceux qui seraient reconnus coupables de propos haineux, d'appel à la discrimination, d'appel à la haine raciale. Quand on voit ce qui entre sous ces catégories aujourd'hui, en bonne partie sous le travail militant de différentes associations qui traînent devant les tribunaux en toutes circonstances tout propos divergent, il y a une convergence étonnante entre l'extrême centre ou le bloc central et la gauche radicale qui finalement reconnaissent un commun allié. Et oui, dans leur esprit, c'est toujours le fascisme. Je rappelle qu'en 1958, quand De Gaulle revient, on dit le fascisme ne passera pas. Hein, ne l'oublions pas. Et le terme fascisme, depuis très longtemps, ne réfère à aucune réalité. C'est en fait comme extrême droite d'ailleurs. Ce sont des termes qui servent à désigner le méchant du moment. Si vous faites une histoire du concept d'extrême droite sur une quarantaine d'années, il a servi à désigner des étatistes autoritaires, des libertariens, des païens, des catholiques traditionnalistes, des libéraux, des conservateurs moraux, des anarchistes. À un moment donné, c'est une catégorie qui sert à dire « attention, gros méchant ». Et à partir du moment où la catégorie « attention, gros méchant » existe, il est possible de tout faire contre elle. Donc, comme je dis, soit on poursuit devant les tribunaux, soit on condamne à l'inéligibilité, soit il est permis de lancer ses troupes et de troubler les meetings et de cogner, soit de manière la plus extrême, on se permet, on l'a vu à Lyon, de tuer. Évidemment, je ne doute pas un seul instant que l'immense majorité des gens qui maudissent l'extrême droite, qui la diabolisent dans leur esprit parce qu'ils l'appellent ainsi, ont été absolument chagrinés par la mort de Quentin, j'en doute pas un instant. Mais c'est tout un dispositif de fascisation de l'adversaire. Et dans cette logique-là, tant qu'on ne sortira pas de la mystique antifasciste, qui ne dit plus rien de notre réalité, qui ne dit plus rien du monde dans lequel on vit, eh bien, nous sommes condamnés à une forme de démocratie appauvrie. J'ajoute qu'à l'échelle de l'histoire, ceux qui ont combattu le fascisme et le nazisme le plus ardemment, que ce soit De Gaulle, que ce soit Churchill, passeraient aujourd'hui pour des gens un peu à l'extrême droite de l'extrême droite, ce qui complique encore les choses. Alors, d'abord, le raisonnement que vous appliquez à l'extrême droite, on peut l'appliquer à l'extrême gauche. Parce que la diabolisation fasciste de l'extrême droite, moi je l'ai vécu quand j'étais jeune avec la diabolisation de l'extrême gauche. C'est pas qu'on était des méchants, on était des bolcheviks avec un couteau entre les dents, etc. et tout, parce qu'on ne supportait pas l'ordre établi, et notamment le stalinisme. Parce que c'est ça la racine. Donc après, deuxièmement, vous dites, dans cette globalisation, oui, le terme d'extrême gauche, il a aussi servi à globaliser tout le monde. Si vous mettez les anarchistes, les trotskistes, les maoïstes, toutes les nuances, etc., vous voyez bien que la même méthode a été appliquée à l'extrême gauche. Voilà, donc la lecture binaire que vous essayez d'établir en disant, d'un certain point de vue, on a diabolisé les uns et puis les autres, ils se dédiabolisent, c'est pas vrai, c'est pas passé comme ça. Alors après, la question qui est posée, et d'ailleurs, ça m'arrange, ce que vous dites, ça me convient plutôt, pas que ça m'arrange. Vous avez raison. C'est pas début des années 80, c'est au début des années 2000 que ces choses-là. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, effectivement, la faiblesse argumentaire d'une partie de la gauche, c'est de substituer à un projet de transformation sociale, un projet de réforme, etc., le combat antifasciste, qui était finalement le combat le plus simple. Voilà, tout est mécheté. Voilà, là, oui, il y a un glissement qui s'est passé, et je regrette que, malheureusement, tout le travail que certains d'entre nous avions fait a été gaspillé, parce que ce travail-là conduit à ces raccourcis. Mais ça me permet de faire deux remarques. Moi, personnellement, et vous pourriez en retrouver la trace, quand des militants de SOS Racisme ont débarqué dans le meeting de Zemmour, j'ai fait un petit SMS. C'était un des rares contacts que j'avais encore avec le président de SOS. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça? C'est une stupidité. Il a un meeting, laisse-le faire. Et tu n'as pas à envoyer des jeunes se faire casser la gueule. Et je suis contre cela. Je suis contre ces happenings qui ne servent à rien, qui, en fait, d'ailleurs, sont souvent des substituts à un travail politique. Parce que le happening, finalement, permet de se donner une posture d'antifasciste, parce qu'on s'est fait casser la gueule, parce que les autres sont des méchants, etc., au lieu de faire l'argumentation nécessaire, le travail idéologique de démonstration, etc., etc. Donc oui, il y a une pauvreté du débat politique qui permet le raccourci autour de ces formules.
Mais je pense que le rapport à l'histoire est néanmoins important. Je vais donner un exemple. Moi, vous allez dire que je méprise l'histoire. Pour éclairer nos positions divergentes, pendant la présidentielle, rappelez-vous Fabien Roussel. Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste, est devant une classe des enfants. On lui demande de classer des personnages historiques, gentils, méchants, tout ça. Et on arrive à Staline. Et Staline, il dit gentil, méchant, je ne suis pas certain, franchement. Oui, c'est normal pour Fabien Roussel. Oui, mais le fait est qu'à ce moment-là, Fabien Roussel est considéré comme un candidat légitime et le Parti socialiste accepte de s'allier en 2021-22 avec quelqu'un qui n'est pas certain de savoir si Staline est dans le mauvais camp historiquement. C'est quand même fascinant. Imaginez quelqu'un, je ne sais quel crétin à droite qui dirait « Franco, pas certain, franchement, si je peux me permettre, Franco a tué beaucoup moins que Staline, hein, pour la petite histoire. J'ai aucune sympathie pour le bonhomme, mais imaginez quelqu'un qui dirait quelque chose comme ça. Mais le type serait expulsé à l'instant de la planète Terre. De la même manière, quand M. Mélenchon, il y a quelques jours, se réclame de tendre manière du trotskisme, il y a quelques jours, c'est quand même une figure qui, historiquement, je sais qu'il est chassé ensuite, je sais le sort qu'on lui a fait subir, mais avant de subir un mauvais sort, il a fait subir un très mauvais sort à plusieurs milliers de personnes, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on puisse aujourd'hui se réclamer de cette histoire sans jamais être questionné en toutes circonstances là-dessus. Imaginons l'équivalent à droite, je l'ai dit, l'exemple de M. Roussel avec Staline. L'équivalent, imaginons dans un système médiatique où la gauche et la droite seraient traitées de manière un peu équivalente, à chaque interview, on dirait « Fabien Roussel, vous qui avez réhabilité Joseph Staline il y a quelques jours ». On répéterait ça sans arrêt. Alors qu'inversement, de l'autre côté, donc vous voyez un peu dans quel environnement mental on évolue. Non, attendez, 30 secondes, je voudrais répondre ça. Non, mais la réponse, elle est simple. Qui c'est qui remet en selle les communistes ? Il s'appelle comment ? Rappelez-moi son nom. Vous me parlez du général de Gaulle qui les traitait de séparatistes ? Non, le général de Gaulle, il les met au gouvernement. Il fait un gouvernement avec eux. Et ensuite, ils s'en débarrassent. D'accord, mais c'est lui qui, d'ailleurs... Si je peux me permettre, c'est à Staline... D'accord, Mathieu, 30 secondes. Je sais que quand on est déstabilisé, en général, à ce moment-là, on interrompt l'adversaire. Ne prêtez pas la déstabilisation aux autres. Voilà. Ne prêtez Mathieu, pas la déstabilisation. Ceux qui pactisent avec Staline, c'est vos amis. C'est ceux qui font Yalta. C'est eux qui... 30 secondes. Qui fait Yalta ? C'est Roosevelt et Churchill. Ils ne disent pas Staline est l'équivalent d'Hitler. Ils pactent un pacte avec eux, sur le dos des peuples d'ailleurs, sur le dos des peuples qui veulent se libérer. Ils balancent toute une partie des peuples qui veulent se libérer, les Polonais, les Hongrois, en leur disant maintenant c'est sous la tutelle. Donc c'est trop facile de dire tout ça c'est la faute à François Mitterrand ou à la gauche qui a réhabilité. Et les communistes ils sont remis en selle par le général de Gaulle qui oublie qu'il les remet au gouvernement et qui oublie et qui efface comme ça le pacte germano-soviétique. Si je peux me permettre, il y a quand même des limites au tcha-cha-cha rhétorique. On va revenir sur le point d'arrêt. Le tcha-cha-cha rhétorique, vous savez, la danse comme ci, comme ça, le slalom rhétorique, si vous préférez. Vous avez le droit d'être impertinent, c'est votre droit, mais et au contraire, c'est votre talent. Mais je ne fais pas du tcha-cha théorique, je dis des choses qui vous plaisent pas peut-être. Rhétorique. Donc 2021-2022, c'est assez tard. L'ensemble de la conscience occidentale a acté du fait que le stalinisme était une page atroce dans l'histoire. Je pense qu'on en convient à ce moment-là. Or, le fait est qu'il est possible d'avoir une telle référence. Ce qui nous reconduit au présent, parce que le présent est important ici, mais tout ça s'emboîte. Nous sommes dans un espace politique qui, fondamentalement, légitime la violence de l'ultra-gauche, ou du moins la tolère, ou du moins la comprend. De l'autre côté, avec raison, il y a une censure absolue de toute violence à droite. Et je pense que c'est le génie libéral de la droite que de refuser par principe la possibilité de la violence. Mais si on va un peu plus loin dans tout ça, parce qu'hier, on a parlé de deux acteurs, le Bloc national, la gauche radicale ou non, et il y a l'extrême centre, qui est l'autre élément là-dedans, qui profite des présents événements pour se présenter comme le gardien de l'extrême centre se dit la gardienne de la démocratie, au nom de l'état de droit. Et ça, je pense que dans les circonstances, c'est la ruse, c'est une forme de traquenard historique en quelque sorte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on est devant un centre qui a, globalement, son bilan est une catastrophe absolue. Hausse de l'insécurité, les finances publiques, c'est une ruine absolue, perte de souveraineté, perte de maîtrise des frontières. Et ces gens-là vont chercher aujourd'hui, peu importe ce qu'on en pense, à se faire réélire sur le mode nous sommes les seuls défenseurs de la démocratie en mobilisant de manière absolument frauduleuse la mythologie weimarienne, en disant nous avons les extrêmes et aujourd'hui la démocratie a le droit de se défendre contre les extrêmes. Mais rappelez-vous ce qu'on disait en 2021 et on le dira encore la prochaine fois. 21-22, il y a une séquence où Mélenchon, Zemmour et Le Pen ne sont pas certains d'avoir leur signature. À ce moment-là, ils représentent environ 45 à 50% du vote. Et j'entends plusieurs personnes du Bloc central dire c'est une très bonne chose, il n'y aura que des candidats républicains à la présidentielle. On est dans un scénario où la moitié du peuple est décrété potentiellement non républicain et ensuite resserré au sein d'un bloc central autoproclamé démocratique et partisan de l'état de droit, le pluralisme politique légitime. Je crains, quant à moi, que trop d'options politiques, c'est pour ça que d'ailleurs j'abuse pas du terme extrême
extrême. Je dis ultra-gauche. Pour dire je dis gauche radicale, ça me semble convenable. Extrême-gauche, j'utilise pas ce terme. Extrême-droite non plus. On est dans une séquence où je crains que le bloc central ne profite des événements présents pour chercher à verrouiller encore plus le débat politique au-delà des nominations ici et là. Mais nous sommes les seuls véritables démocrates. À l'extérieur, il n'y a que les dangers pour la démocratie. Et de ce point de vue, si on veut sauver la démocratie, tout est permis. Oui, alors, attendez, là Mathieu est en train de régler son compte à ceux qu'il déteste le plus, mais en général, c'est comme j'ai souvent à l'Assemblée nationale. Non, ça c'est un autre débat. Vous mélangez tout. Non, je n'ai pas parlé encore du régime fédéral canadien. Vous parlez de ce que je déteste le plus. Dans la hiérarchie, je dirais le deuxième. Le deuxième, c'est-à-dire vous êtes en train de régler son sort au centre, ce que vous appelez le bloc central, etc. C'est un autre débat politique, etc. Mais je voudrais revenir sur l'avenir de la gauche, puisque la question qui a été posée, c'est de fait celle-là. Je considère, moi, je le dis, que la rupture doit être totale avec cette ultra-gauche. Elle doit être totale. Il ne peut pas y avoir d'accord. Et je l'ai dit d'ailleurs, Mélenchon n'est pas un enfant terrible de la gauche. Et c'est pour ça que je pense qu'une partie des dirigeants de la gauche se trompent aujourd'hui en disant il faut qu'il fasse une autocritique, ou il faut qu'il reconnaisse ses erreurs. Il ne peut pas reconnaître ses erreurs. Parce que c'est un glissement politique. Alors, je sais que j'ai écrit un livre qui n'a pas été lu par ceux qui commentent la vie politique. Dommage, j'ai expliqué cette dérive. Parce que Mélenchon a tourné le dos à ses propres engagements démocratiques, républicains, etc. Et là, il y a une rupture totale. Et c'est pour ça que le bon terme, c'est pour ça que je ne parle pas d'extrême gauche, je parle d'ultra-gauche islamisée. Et je pense que c'est ça. Et cette rupture, oui. Dans son ensemble ? Oui. Les filles, tout. Oui, non, mais après, on parle. Après, peut-être qu'il y a des individus là-dedans qui sont respectables, etc. Moi, je parle du mouvement que ça représente, du danger politique que ça représente. Et je pense que ce danger est terrible. Pourquoi ? Parce que si la gauche n'est pas capable de couper avec ça, elle sera emportée par ça. Et elle sera emportée et elle sera discréditée. Et c'est ça le danger. Et ça, et en ce sens-là, Mélenchon réédite le schéma des années 30 des staliniens allemands, qui n'avait que comme seul objectif, contrairement à ce que dit Ségolène Royal ou M. de Villepin, qui n'avait comme seul objectif que de détruire la social-démocratie allemande. Puisque M. Thälmann, qui était le secrétaire général du Parti communiste allemand, monte à la tribune du Reichstag et dit « M. Hitler ne sait pas, après lui, ce sera nous ». Il a déjà perdu. Et il fallait éliminer. D'ailleurs, ils ont tellement été jusqu'au bout de ça qu'ils pactisaient avec le Hitler pour casser les meetings de la social-démocratie. Donc la social-démocratie aujourd'hui, le camp... et c'est en ce sens-là que vous avez raison, que si elle n'existe pas, et si elle ne s'affirme pas en rupture et en projet politique positif après cette rupture, elle sera emportée par toutes les combines politiques possibles et imaginables. Qui instrumentalise qui dans cette affaire ? Le mot instrumentalisation est beaucoup revenu. Ouais. Finalement, Mathieu Bock-Côté nous dit que l'extrême centre espère tirer son épingle du jeu en étendant finalement le cordon sanitaire après avoir fait élire aux législatives des députés insoumis. Il s'agit d'élargir le Front républicain, non plus seulement contre le RN, mais contre le RN et contre LFI. Est-ce que vous partagez cette analyse ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent au contraire, aujourd'hui finalement, l'extrême droite instrumentalise la mort de Contat pour se blanchir ou pour dire, après tout, la gauche et Jean-Luc Mélenchon sont alliés, nous, on peut pousser l'union des droites. Ce que vous m'avez dit un peu au téléphone, pour rien cacher, vous avez dit il y a une partie de la droite qui est en campagne, qui se sert de la mort de Quentin pour favoriser l'union des droites. Est-ce que vous pensez cela ? Non, je pense qu'il y a aujourd'hui, effectivement, dans ce drame terrible, il y a des gens qui ont des idées politiques, mais d'ailleurs on ne peut pas leur reprocher, ils ont le droit, qui ont des projets politiques et qui essayent de... Ça, c'est la vie politique. Vous utilisez un certain nombre d'événements par rapport à votre projet politique. Vous essayez de donner une lecture de ces événements qui favorise votre projet politique. C'est pas une critique. Mais je pense effectivement que la diabolisation qui est en cours de Mélenchon et qu'il accepte, parce que ça l'arrange sur le fond. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe, puisque c'est eux ou nous. Donc voilà, sert aussi certains qui ont dans l'idée que cette diabolisation va permettre un regroupement à la manière dont la gauche avait fait avec le Front National à l'époque, etc. Oui, je pense que ça serait une grave erreur de croire cela. Voilà.
Mais cela dit, en politique, tout le monde instrumentalise tout. Je pense que ça fait partie. Instrumentaliser, c'est donner du sens aux événements en fonction de ses intérêts. Je pense que tout le monde, finalement, cède à ce travers. Je pense qu'il fait partie du métier de politique. Ensuite, dans les circonstances, ce qui est fascinant d'une partie de la droite nationale, c'est elle est tellement heureuse à l'idée de dire ce sera peut-être plus nous les méchants, c'est eux. C'est plus notre tour de diaboliser. On l'a été trop longtemps. Maintenant, les méchants, ça doit être Mélenchon, et ainsi de suite. Je pense que c'est une forme de faiblesse intellectuelle. C'est-à-dire que... Pour le dire très franchement, vous trouvez que quand Jordan Bardella parle de cordon sanitaire, c'est pas digne de quelqu'un qui défendra les valeurs de liberté. J'utilise pas le mot digne ou ainsi de suite, mais je pense qu'en démocratie, dès lors qu'un parti est accepté juridiquement, j'entends, les logiques de cordon sanitaire spontanément m'exaspèrent. Je le confesse, quel que soit le parti dont on parle, le cordon sanitaire, cette espèce, avec tout le vocabulaire qui est avec ça, il y a le cordon sanitaire, il y a les idées nauséabondes, donc ça consiste à penser du nez, c'est la reniflette pour détecter les fréquentables et les infréquentables. Tout ça m'énerve assez profondément. Ensuite, j'ai aucune sympathie, vous le devinez, pour LFI, mais l'enjeu n'est pas ici. L'enjeu, c'est qu'on est devant une droite nationale on est dans une séquence où les libertés, la liberté d'expression, les libertés publiques, la liberté des médias régressent considérablement. Et une partie de la droite nationale, toute heureuse d'être aujourd'hui, pour un temps, parce que là, elle se laisse emporter dans un piège. Elle dit, oui, on va être acceptés, nous, si on participe à la diabolisation de LFI égale le vrai fascisme aujourd'hui, c'est eux, eh bien, nous serons désormais acceptés, nous, comme bons républicains. C'est un piège d'amateurs, je pense, et de débutants, parce qu'à terme, effectivement, quand LFI version Mélenchon sera dégagée, eh bien, la machine à diaboliser va retomber sur eux, ils vont redécouvrir qu'ils portent le bonnet d'âne de l'extrême droite alors qu'ils croyaient s'en être débarrassés. De ce point de vue, le camp national, il manque au camp national, je pense, une forme de saint libéralisme. De saint libéralisme, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, tous ceux qui veulent restreindre la liberté d'expression pour telle ou telle raison, multiplier les délits qui conduisent, je le disais, à l'inéligibilité, mais pas seulement les opinions qui deviennent délits qui fait qu'on peut être poursuivi, la droite nationale oublie quelquefois la part essentielle d'une défense d'une véritable démocratie libérale qui consiste à maximiser l'espace de la liberté dans l'espace public et qui ne consiste pas à décréter qu'une partie du bloc électoral, du corps électoral a la peste. On peut le convaincre, le combattre très sérieusement, mais dire fonctionner sur le mode du médecin, fonctionner sur le mode de l'oncologue qui dit c'est la tumeur, il faut pratiquer l'ablation, je pense que c'est un langage politique inapproprié. Et une fois que c'est dit, on peut combattre très vigoureusement les camps qu'on n'accepte pas dans les circonstances LFI ou la gauche. Parce que bien franchement, entre les Verts et LFI, il y a une différence de nuance. Il n'y a pas de différence de fond sur bien des sujets. Et donc on peut combattre, mais je crois qu'on doit éviter cette espèce de logique de cordon sanitarisation de l'adversaire. Non, le problème, c'est pas vous pouvez contester le terme de cordon sanitaire. Moi, je considère, par exemple, que la gauche, parce que la politique, c'est bien les idées, etc. Ce que vous appelez le cha-cha-cha ou le rock'n'roll. Non, c'était votre technique de rhétorique. D'accord. Bon, c'est pas une mauvaise technique, hein, le cha-cha-cha, c'est une danse sympathique. C'est mieux que le slow. C'est plus vivant. Le slow, ça endort. Vous poursuivez ? Non. Moi, je préfère la valse des idées. Ouais, d'accord. Bon. Moi, le tango des concepts. La question qui est posée, parce que sinon on n'est pas pratique, la politique, c'est quand même à un moment donné de répondre aux questions concrètes dans les moments concrets. Là, on est dans un moment très particulier pour la gauche, c'est en ce sens-là que vous pouvez dire le terme de cordon sanitaire ne me plaît pas, etc. Mais moi, je considère que la gauche républicaine ne peut en aucun cas passer le moindre accord politique possible et imaginable, même, je dirais, dans un coin perdu en France, avec ce courant-là. Voilà. Ça, moi je m'en fous si vous voulez contester le terme cordon sanitaire, je dis pas d'accord politique. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, nous n'avons rien à voir avec eux. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, là où vous avez raison, si l'antifascisme devient le point commun de toute la vie politique française, sans qu'on réponde aux questions qui sont posées aux Françaises, aux Français, et qu'on apporte des solutions, et qu'il n'y a plus de débat contradictoire, c'est-à-dire un des éléments qui est posé, et c'est le reproche que je fais à ma famille et à la gauche, c'est qu'elle s'est servie de cet antifascisme pour masquer les questions qu'elle aurait dû se poser sur pourquoi, quand elle est au pouvoir, elle ne tient pas les engagements qu'elle a pris, pourquoi elle ne comprend pas les problèmes de société qui sont posés en termes de montée de la violence comme elle aurait dû les comprendre, ou aujourd'hui, le combat contre le narcotrafic. Donc il faut
répondre à ces questions-là. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement, ce jeu qui est en train de s'installer, et donc, c'est pour ça que je vous dis, Mélenchon s'en sert profondément et est un acteur essentiel de ça, dans certains points de vue, crée cette crise terrible qui fait que beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes disent mais qu'est-ce que c'est que ce jeu politique, on n'y comprend plus rien. Alors, je vous dirais peut-être, on a un désaccord d'appréciation ici. Je crois que là, au-delà de la séquence présente où effectivement Mélenchon est jugé toxique, après la séquence des municipales, lorsque ça réactivera, parce que le régime au sens idéologique est fondé sur la mystique antifasciste et l'assimilation de tout adversaire substantiel à l'extrême droite, dès lors que le récit naturel reprendra ses droits, je pense, je me trompe peut-être, on verra si c'est le cas alors, que tous ceux qui avaient expliqué, ce ne sera pas votre camp, mais vous serez très minoritaire dans votre camp, que tous ceux qui disaient qu'il ne fallait aucune alliance avec LFI et Mélenchon vont faire ces alliances-là. Ils vont, si je peux me permettre, en 2022, on nous avait dit qu'il n'y aura jamais d'alliance. Pourtant, il y en a une. En 2024, après la séquence du 7 octobre, on nous avait expliqué pendant des semaines, plus jamais d'alliance avec LFI, ils ont été trop loin, c'est absolument scandaleux. Que se passe-t-il? Le NFP. Donc je pense que le plus jamais d'alliance à gauche est toujours très circonstanciel et que l'alliance renaîtra alors. Alors je ne sais pas pourquoi je pense que vous êtes d'accord. Non, je ne vais pas être d'accord. Vous avez confiance en Olivier Faure Non, attends, 30 secondes. 30 secondes. Je pense que ce que vient de dire Mathieu est un engagement, une analyse qu'il prend, et la question qui est posée, effectivement, est bien celle-là. Mais moi, je pense que nous sommes dans un tournant. Et ce tournant fait que, désormais, et on le voit bien, des responsables politiques qui, y compris, étaient hésitants sur cette question-là, des amis à moi, sont en train de clarifier les choses. Et je pense que si cette clarification n'a pas lieu... Vous pensez à qui? À François Hollande. Pour mettre les pieds dans le plat. Mais qui a pourtant dit quand le RN et LFI choisissent LFI. C'est pour ça, mais vous avez vu qu'il a corrigé les choses récemment, et je pense qu'il faut qu'il les corrige encore plus pour être net, clair, sans bavure, comme l'a fait très bien M. Glucksmann, et comme doivent le faire. Vous voyez, c'est pour ça que j'étais pas content quand Jérôme Guedj a dit, mais au dernier tour, parce qu'il n'y a pas de deuxième tour. Il faut être capable de perdre des élections pour garder son identité, si c'est ça l'enjeu. Il vaut mieux faire cela que d'essayer de dire pour gagner une ville ou pour gagner une élection, je suis prêt à faire une concession. Je pense que ça sera majoritaire dans le mois à venir. Peut-être êtes-vous le Michel Noir de votre génération. Non, je ne suis pas le Michel Noir. Mais... Parce que j'ai pas envie d'avoir le sort de Michel Noir, même si j'ai beaucoup de respect. Vous comprenez la référence. Et peut-être que je monterai aussi je ferai du théâtre un jour, mais à mon âge, ça va être difficile. Mais c'est la question clé. Alors, ça me permet de répondre à ce que vous dites. Donc vous avez confiance en François Hollande, mais pas en Olivier Faure. Non, je n'ai pas confiance. Je vais pas comme ça. Pourtant, il vous a trahi, François Hollande. Non, il m'a pas trahi à moi. D'abord, j'aime pas le terme trahison. C'est un terme qui effectivement renvoie à cette rhétorique manichéenne, etc. Il y a à un moment donné des gens qui appliquent des programmes, les appliquent pas, etc. et tout. Bon, donc ça c'est autre chose. Maintenant, la question qui est posée, effectivement, c'est est-ce que le Parti socialiste, conduit par Olivier Faure, tel qu'il est, va... Et là-dessus, Mathieu a peut-être raison, va retrouver un certain nombre de vertus, etc. On voit bien qu'il y a une hésitation. Alors ça commence par des petites alliances locales, et puis finalement, etc. et tout. Où est-ce que la clarification va avoir lieu? Je pense que cette question qui est en gestation à l'intérieur du Parti socialiste depuis déjà un certain temps, elle doit être maintenant tranchée. Et que ceux qui ne veulent pas d'alliance doivent être capables de maintenant s'affirmer pour dire c'est fini. Je pense que de ce point de vue, c'est une recomposition plus générale du jeu politique qui pourrait apparaître, mais c'est loin d'être certain. Pour les LR, quelle est la question en ce moment? Est-ce qu'ils deviendront le greffon gouvernemental au camp national? C'est-à-dire, est-ce qu'ils acceptent tellement d'être l'aile manquante au camp national des gens qui ont une culture gouvernementale? Ou est-ce qu'ils deviendront le surmoi conservateur du bloc central? Du côté des socialistes, la question est de savoir justement, est-ce qu'ils vont chercher à être la part modérée de la gauche dominante ou est-ce qu'ils vont chercher à intégrer finalement, parce qu'il n'aura pas d'existence autonome, ça je pense qu'il faut l'accepter. Donc ils accepteront d'être intégrés à leur tour, à leur manière, sous une alliance inédite, dans le bloc central, en étant la conscience sociale du bloc central. Donc ça, on voit le jeu se dessiner en ce moment, mais je crois que l'histoire nous confirme, l'histoire récente nous confirme que, et c'est la force de la gauche, elle est toujours capable de surmonter ces désaccords insurmontables, dès lors qu'on chuchote à son oreille le mot « la droite revient ». Et plus encore, si on dit l'extrême droite, dès lors on entend des bruits de bottes dans leur esprit, dès lors ils sont persuadés que les chemises noires ou les chemises brunes sont là, dès lors ils sont persuadés que les fascistes sont là, et dès lors on laisse de côté les pudeurs d'hier parce qu'il faut s'unir contre les nazis et les fascistes qui reviennent. On connaît ça par cœur, on nous l'a fait si souvent. Il est possible que Julien Drey nous annonce aujourd'hui, de manière inattendue, la rupture attendue depuis si longtemps. Quant à moi, je n'y crois pas. Alors, vous avez le droit de ne pas y croire, mais le problème de la politique, c'est pas qu'y croire, c'est en même temps d'être acteur. Là, en ce moment, le combat a commencé. Et vous voyez, alors que
Alexandre le sait, que je m'étais plutôt retiré parce que je considérais qu'à un moment donné, il faut laisser la main aux plus jeunes. J'ai repris un peu et c'est pour ça que malgré ma situation personnelle, je viens ici ce soir. Je pense qu'on est dans un moment clé, essentiel. Et je suis d'accord avec vous. La question qui va être posée, c'est est-ce que ce pays, à un moment donné, qui est dans une crise terrible, va pouvoir trouver une majorité politique qui accepte, non pas forcément de reconstruire des projets gigantesques, mais de faire un accord sur un certain nombre de grandes réformes qu'il faut faire. Je vais vous donner un exemple. Je suis en total accord avec ce que dit Jean-Louis Borloo sur la décentralisation. Et je pense que la question qui est posée, c'est de le faire maintenant. Et j'aimerais pouvoir travailler avec lui pour le faire. J'ai écouté ce que disait M. Darmanin remarquablement bien lundi, sur votre chaîne, qui est un peu aussi la mienne, puis j'y vais, M. Darmanin, dans la manière dont il s'est positionné, dans ce refus des deux ultras, et en montrant bien les dangers des uns, des autres, et la volonté de créer les conditions d'un accord politique, mais ça renvoie au général de Gaulle. Parce que la question qui est posée, c'est celle-là. La France a besoin d'un nouveau Conseil national de la résistance. Elle a besoin aujourd'hui, non pas de faire ce qu'a fait Macron, je prends un peu de gauche et un peu de droite et j'essaie de faire une tambouille. Elle a besoin d'un accord politique sur des réformes essentielles. Comment on règle la question migratoire ? Comment on règle la question de l'insécurité, de la violence et du narcotrafic ? Comment on règle cette machine étatique qui aujourd'hui tue la société française et toutes les initiatives ? Ça, c'est les réformes qu'il faut faire. On ne fera pas forcément un accord global sur tout, mais on doit arriver à cela. Et on doit le faire de manière claire, non pas dans la combine. Mais ça, c'est la question qui est posée. Et oui, je pense que la gauche, elle doit s'engager dans ce cadre-là. Ça va être une bataille, vous avez raison. Et peut-être que, y compris, là, ça va donner lieu à des scissions et à des ostracismes. D'accord. Mais c'est ça la question qui est posée. J'entends, à moins que je de manière courte, puisque je voudrais conclure sur un autre sujet. Mais... Alors, je crois comprendre que Julien Drey légitime son intégration, si ce n'est pas la sienne, à tout le moins de sa mouvance, dans une grande coalition du Bloc central, dont la gauche aurait peut-être le leadership. C'est possible. Cela dit, je pense que... Le problème, c'est pas d'avoir le leadership. Le problème, c'est de se mettre d'accord sur un projet. Mais cela dit, je pense que néanmoins, la politique est le domaine néanmoins du désaccord insurmontable. Et le fait est qu'il y a effectivement 3 blocs en ce pays. Et c'est pour ça que je pense paradoxalement que ça se joue. Il y a 2 familles politiques qui sont aujourd'hui relativement marginales, mais qui conservent une importance symbolique majeure. Oui, les socialistes d'un côté, à qui s'allieront-ils finalement? Et surtout les LR. Que feront, quand viendra le temps de choisir, les Retailleau, les David Lisnard, les Bellamy, tous ces gens de talent tout à fait remarquables? Est-ce qu'en dernière instance, ils préféreront, par exemple, parce que tout le monde, la question qu'on se pose en ce moment, choisissez-vous entre Bardella et Mélenchon? Bon, d'accord. Mais la vraie question, c'est si vous devez choisir entre, par exemple, Bardella et Raphaël Glucksmann, alors qui choisiront-ils? Je suis curieux de voir quel sera leur choix dans de telles circonstances. Et c'est autour de ces questions-là plus précises que se composeront les nouvelles majorités, parce qu'en politique, en dernière instance, je crois moins au CNR, je crois moins au moment de refondation sur ce grand mode, je crois qu'aux majorités capables de tenir un programme tout en sachant qu'on n'aura jamais le consensus. Mais c'est la même chose. Alors vous pouvez pas dire, vous dites, oh, je crois pas, mais c'est la même chose. C'est ce que je vous dis. Je pense que le moment est venu de créer les conditions. Alors à la rigueur, c'est plus 58 aujourd'hui que le CNR, si je peux me permettre. Bon, c'est-à-dire, on a des institutions déficientes pour régler les problèmes les plus fondamentaux. Et dans un esprit gaulien, puisque c'est ce qui nous rassemble, si j'ai bien compris, la souveraineté populaire peut être réactivée aujourd'hui. Oui. Et voilà pourquoi nous sommes probablement d'accord pour le référendum sur l'immigration. Alors, je vous dis une chose. Je n'ai aucun... Là, vous êtes déstabilisé. Non, pas du tout. Moi, non, mais attendez, sur l'immigration. J'ai perdu le fil de la fin de mon émission, mais allons-y. Le problème, c'est pas de faire un référendum sur l'immigration. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans la question et comment on met le débat politique. Moi, j'ai aucun problème sur l'immigration, puisque depuis des années, je me bats pour les quotas. Et votre famille politique, la droite, n'a jamais été capable de les faire. Et d'ailleurs, M. Retailleau, qui était la vedette de la chaîne de télévision à laquelle nous participons, à un moment donné, on ne pouvait parler que de M. Retailleau. Vous vous souvenez bien, dans la rédaction, il finit en étant le ministre de droite qui a fait rentrer qui a donné le plus de titres de séjour. Vous voyez, comme quoi, les choses sont désagréables. Donc, j'ai aucun problème sur l'immigration. Je sais à peu près comment chacun va se positionner. Le débat qui est posé, si vous me permettez, c'est ça qui est intéressant, parce que sur le fond, on arrive à la même conclusion, c'est est-ce qu'il y aura la possibilité d'une convergence programmatique, pas une convergence de combine, ce qui a été le macronisme, et de débauche individuelle avec les problèmes, une convergence programmatique sur un programme limité, précis, qui permette au pays de sentir que cette fois-ci, on va apporter des réponses, ou non. Voilà, ça c'est vrai. Ma référence à 58, c'est ce que disait Marcel Gauchet dans un très beau livre paru en 2021, je pense. Il disait, je crains, disait-il, que la question de l'immigration ne soit à la 5e République que celle de l'Algérie a été à la 4e, c'est-à-dire un régime qui, parce qu'elle a été verrouillée de partout,
par des apparatchiks, par la nomenclatura, par une certaine oligarchie qui a tout verrouillé, et notamment dans l'usage du référendum. On l'a vu ces dernières années, on ne cesse de nous expliquer que les référendums les plus désirés, les plus nécessaires ne sont pas possibles, ne sont pas légitimes. On cherche à rendre presque impossible le référendum nécessaire. Je pense que de ce point de vue, il y aura une question institutionnelle qui se posera tôt ou tard. Si le camp national gagne, on verra bien, c'est pas certain du tout. S'il gagne, est-ce qu'il sera capable de faire son référendum que certains voudront bloquer, la tentative de verrouillage institutionnel? Ne fétichisez pas une forme. Moi, je vous pose une question. Je suis pour un référendum. Mais attendez 30 secondes. Laissez-moi terminer. 30 secondes. Et après, je vous laisse terminer. Moi, on fait un référendum sur la notion de quota? Non, alors, si je pense que vous ne poserez pas la même question. Non, on n'aura pas la question. Et croyez-moi, d'un point de vue. C'est moi qui, soi-disant, ai peur du référendum, mais comme je vous donne la question, vous dites ah ben non, c'est pas la bonne question. Ah ben évidemment. C'est pas n'importe quelle question posée. Les quotas, on pratique ça au Canada, et sachez que c'est tout à fait catastrophique d'une autre manière. Ça dépend. L'Italie est en train de le faire. Le Danemark le fait. Mais permettez-moi de le faire remarquablement. Alors moi, comme dirait l'autre, je suis social-démocrate comme un Danois. Donc de ce point de vue, ça me va comme politique. Mais dans les faits, ce dont il est question ici, c'est de réactiver la souveraineté populaire, c'est de faire en sorte que le gouvernement des juges, qui est absolument délirant aujourd'hui, soit en fait contrarié par justement une réactivation gaullienne du principe à l'origine de la Ve République, cette espèce de point de convergence entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Et de ce point de vue, c'est à ce niveau, je crois, que les questions les plus fondamentales peuvent être réglées en se donnant les moyens institutionnels d'y répondre, parce que pour l'instant, on est plutôt devant une forme de blocage programmé où le peuple est vu comme une entité à mater parce qu'il est inquiétant avec tous ses préjugés. Mais le peuple, il va avoir un rendez-vous majeur, que l'élection présidentielle. Est-ce que nous allons avoir une élection présidentielle à la Ve République? Vous savez, comme moi, que c'est la clé du système. Est-ce que cette élection va être encore une fois une élection contre les uns ou les autres, avec des votes barrages, ou est-ce qu'elle va être c'est-à-dire la capacité de dire, voilà, le projet de société que nous défendons, ce projet, nous l'avons posé sur la table, nous avons fait des convergences, et nous sommes capables de le faire ensemble et de pratiquer. Je vais même vous dire une chose, je pense que le candidat à la présidentielle qui portera ce projet, il devra donner des indications très précises sur qui appliquera cette politique après. À l'inverse de ce qui se fait juste d'habitude, c'est-à-dire vous avez un candidat qui dit, je ferai mon gouvernement après. Il faut qu'il y ait des signes qui montrent cette convergence-là. Je vous ai dit, je vous ai donné des noms dont je pense qu'il devrait être dans le dispositif à venir. Et dans la droite, vous parlez d'un certain nombre de personnalités, mais moi j'en vois d'autres qui aujourd'hui sont en mouvement et cherchent cette solution-là, et c'est positif. Il vous reste 1 minute 30 chacun, sans noyer le poisson, parce que je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire que Quentin a été victime de la violence de l'ultra-gauche, donc d'une violence politique. Est-ce que malgré tout, ça ne s'inscrit pas dans un contexte d'ensauvagement et de décivilisation qui est préoccupant, Julien Drey? Alors, bon, si vous voulez, je suis un peu ennuyé parce que ce qu'on a vu là, c'est le spectacle de cette violence. Mais je vais être honnête avec vous, dans les années 70, quand il y avait des bagarres entre les services d'ordre, ça ne se faisait pas dans la dentelle. Après, il y avait quelques règles chevaleresques. Le mot chevaleresque est entre guillemets. On ne frappait pas un homme à terre. Et quand il y avait un copain qui était en difficulté, on allait le chercher. On ne se sauvait pas. Voilà, on ne le laissait pas se faire lyncher ou massacrer, etc. et tout. Ces choses-là personne ne l'a laissé, je crois. Il a été raccompagné. C'est un bon, on verra. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Parce que c'est quand même là. Bon. Je me permets de rebondir parce que. Écoutez, il y a une enquête. Des victimes et des agresseurs. Je crois qu'on. Non, mais il y a pas. Non, 30 secondes. Inélégant d'expliquer. Non, je pense. Je vous donne les règles chevaleresques. Je ne sais pas si elles sont appliquées là ou non. D'accord. Et je mets le mot chevaleresque. Et je mets le mot chevaleresque entre parenthèses, parce que vous avez vu que dans cette affaire-là, on découvre des choses, genre de jour en jour, des situations, etc. Maintenant, sur l'ensauvagement ou la montée de la violence, oui. Et d'ailleurs, vous le constatez, je veux dire, les narcotrafics a généré aujourd'hui des choses auxquelles on n'imaginait pas auparavant. Mathieu Bocoté, 1 minute 30. Alors, je suis assez inquiet lorsqu'on cherche à dissoudre l'événement, c'est-à-dire le lynchage à mort de J'ai commencé par dire que c'est pas ce qu'on fait. Je sais bien, mais dans le discours public, on a cherché à faire cela. Tout à fait. C'est-à-dire, on a cherché à dissoudre l'événement dans une théorie plus vaste où se confondait l'agresseur et l'agressé, où se confondait la rixe et le lynchage. Donc, on doit penser la singularité de cet événement. C'est-à-dire, nous sommes devant la mise à mort d'un homme par des milices antifa qui ont décidé de le tuer parce qu'il n'aimait pas ses idées. Ensuite, est-ce que nous sommes dans une époque où on est en train de plus large manière de presque faire notre deuil, ou à tout le moins de constater que la politique va se détacher de la conversation et renouer avec la violence de plus en plus? Je le redoute, je le crains. Partout en Occident, on sent que les gens ont de moins en moins envie de débattre parce qu'ils ne s'entendent plus sur les règles de base, ils ne s'entendent plus sur les paramètres de base qui rendent possible un désaccord civilisé. Je crains que nous quittions dans les années à venir, je crains que ça ne soit déjà commencé, le périmètre du débat civilisé, mais c'était commencé depuis bien longtemps
longtemps, dès lors qu'on avait décidé que la moitié de la population était composée de fascistes, qu'il était légitime d'exclure du jeu politique. Oui, c'est vrai que la victoire de M. Trump et la manière dont il se comporte en politique n'a pas de conséquences sur la montée de la violence. Je ne confesse pas de sympathie exagérée pour lui. Bon, d'accord. Donc, vous voyez bien que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que, puisqu'il nous reste 30 secondes, est-ce que vous irez jusqu'à dire qu'il y a un risque de guerre civile aujourd'hui? Non, j'abuse pas de ce terme. Premièrement, une guerre civile, la notion de guerre civile, c'est à l'intérieur d'un même peuple aujourd'hui. Je pense qu'on ne doit pas abuser de ce concept-là. C'est comme s'il nous aspire aujourd'hui. Mais cela dit, des violences généralisées, des violences normalisées, des milices de plus en plus, ça, je le redoute, oui. Guerre civile, c'est un mot qui est excessif, mais affrontement violent et phénomène nouveau dans cet affrontement, oui, et on le voit, et c'est un danger pour la démocratie. Merci Julien Drey, merci Mathieu Bock-Côté pour ce débat marqué par cette expression, le tcha-tcha-tcha rhétorique de Julien Drey. Plutôt que nous avons eu affaire à un beau match de judo idéologique et politique. Merci, c'était Esprit Libre, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.